Battant, le podcast de tous les aidants, présenté par Christelle Evita et Laurent François. Salut Christelle. Salut Laurent. Comment ça va ? Très bien et toi ? Eh ben écoute, ça va très bien. Alors, je vais d'autant mieux, Christelle, je ne vais pas te mentir, que nous avons un nouvel invité dans Battant, le podcast de tous les aidants. Et cet invité, qui est-ce ? Dis-nous tout, Christelle. Laurent, donc encore un Laurent, mais Laurent Manchon. Ah là là, une paire de Lolo, rien que pour toi, c'est fantastique ça. Salut Laurent, comment ça va ? Salut, très bien Laurent. Bonjour Christelle. Salut Laurent. Alors Laurent, tu es le fondateur, le président de l'association des aidants familiaux du Finistère. Laurent, est-ce que tu peux te présenter aux auditrices et auditeurs de Battant, s'il te plaît, en quelques mots ? Oui, en quelques mots. Donc j'ai 55 ans. Je suis aidant avec ma femme de notre fils Loris, âgé de 26 ans, et atteint du syndrome de Lennox-Gastaut. C'est une forme d'épilepsie rare, pharmacorésistante. Alors évidemment c'est compliqué, tu en parles dans ton bouquin qui s'appelle « De l'ombre à la lumière », on va évidemment revenir dessus, mais Christelle, je te laisse poser la première question, la véritable première question à Laurent évidemment. Alors moi, ma première question, ce serait que tu nous décrives un peu ce que tu fais, toi et puis les adhérents et puis les autres personnes, dans cette association, parce qu'on entend beaucoup parler des associations d'aidants, mais j'ai jamais eu l'occasion finalement d'échanger avec quelqu'un qui anime une association d'aidants. Donc, est-ce que tu peux nous en dire 2-3 mots, parce que vous êtes très 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 dynamique, on le voit Laurent et moi sur LinkedIn. En fait, on est parti du principe où, étant aidants nous-mêmes, en 2019, on s'est rendu compte, enfin surtout moi après avoir fait un burn-out, que c'était compliqué de trouver des instants de répit pour les aidants qui accompagnent un proche en situation de handicap. On trouvait des choses, et encore assez éparses, sur le Finistère, qui est un large territoire pour les aidants qui accompagnent un proche âgé. Donc on s'est dit, puisque rien n'existe, je suis en arrêt 3 mois pour me remettre, je vais mettre cet arrêt au service des autres. Et donc on a créé des petites activités à la carte qui, au bout de 3 ans, sont devenues plus nombreuses. Et avec la création d'une antenne supplémentaire à Brest, dans le Nord Finistère, parce qu'il y a beaucoup de besoins et qui sont partout et qu'il faut répondre à tout. Alors on met des actions collectives en place, à commencer par le groupe de parole, puisque c'est ce qui est le plus demandé. Donc il y a un groupe de parole, après il y a de la sophrologie, il y a de la méditation, il y a un atelier J'ai la mémoire qui chante, un atelier tête en l'air, un atelier cuisine et partage, de l'équithérapie, de l'hypnothérapie. Donc voilà, et puis on a un programme mensuel sur chacune des 2 antennes. Et puis les aidants viennent en fonction de leur disponibilité. Puis après, on a aussi trouvé une formule pour les aidants qui ne peuvent pas participer tout le temps aux activités collectives parce qu'ils travaillent, parce qu'ils n'ont pas de solution pour la prise en charge du proche au domicile pour se libérer. Et là, on acquiert des bons cadeaux auprès de masseurs bien-être, de réflexologues plantaires, de l'Access Bar aussi, c'est de la réflexologie mais plus au niveau de la tête, et puis voilà, on les redistribue gratuitement tout au long de l'année aux adhérents pour que là ils puissent juste décrocher leur téléphone et prendre rendez-vous avec l'intervenant directement. Donc tout ça en à peine 3 ans. Ouais, tout ça en à peine 3 ans. Ouais. Et avec 2 bénévoles, c'est important de le dire. C'est-à-dire que tous les financements publics qu'on obtient pour financer ces activités financent à 100% les activités. On n'a pas de salariés. Quand on doit se mettre sur des appels à projets, on n'a pas un cabinet comptable qui le fait pour nous. C'est nous, en plus de tout le reste. Donc ça prend énormément de temps, mais ça apporte énormément de satisfaction. Oui, moi je le lis dans les commentaires et de personnes qui disent merci, ça m'a sauvé la vie, ça m'a beaucoup aidé. Donc oui, bravo, parce que les aidants, on a besoin de ça. On ne sait pas des fois qu'on a besoin de ça. Donc bravo de toutes ces actions
Merci. Parce que quand on est dedans, on sait pas lever le pied. Donc quand d'autres nous disent lève le pied, c'est génial. Alors justement, moi je voudrais intervenir sur la définition de l'aidant que tu donnes dans ton livre. Alors on va rappeler le nom de ton bouquin, Laurent, qui est coécrit, rappelle-moi avec qui, s'il te plaît, c'est une dame. Alors avec Cécile Pons. Alors Cécile Pons, c'est devenu en plus l'assistante sociale attitrée de l'association. Alors c'est une magnifique collaboration. Elle écrit, elle est assistante sociale, c'est une véritable multitâche. Et ton livre s'appelle De l'ombre à la lumière. Il raconte ta vie d'avant, plutôt la rencontre avec la femme de ta vie, justement, la vie avec Loris depuis 1996, date de sa naissance, et puis aussi, bien évidemment, on vient d'en parler à l'instant même, de l'AAFF, l'Association des aidants familiaux du Finistère. Bravo. Et justement, dans ce bouquin, merci, trop aimable, j'y suis arrivé. Et justement, dans le bouquin, tu donnes une définition de l'aidant qui est absolument incroyable, j'en bafouille, tu vois. Est-ce que tu peux la donner à nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît, Laurent? Ah ouais, alors je sais plus précisément ce que j'ai dit. Oh là là, c'est l'âge. À force de boire trop de rhum, c'est ça la Bretagne. Ouais, c'est alors, ça. je te ressors. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Alors, ça. être aidant, c'est vivre l'isolement et faire face seul à la maladie ou au handicap. Quand tu donnes cette définition-là, alors je sais pas à quelle page c'est, mais c'est absolument glaçant. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus, s'il te plaît, Laurent, là-dessus? En fait, je dois le décrire à un moment sans connaître le nom de la page exacte, mais je dois le décrire à un moment où on peut pas poser de nom sur la maladie, où finalement les seuls vers lesquels on peut se tourner quand son enfant a 1 an et qu'on découvre pas sa pathologie, parce qu'on a mis 25 ans pour mettre un nom dessus, mais quand on découvre son handicap ou sa différence, on est seul. Il y a personne. C'est en face de vous, vous avez des sachants, vous êtes des parents ignorants, et puis vous êtes tout seul. Donc vous êtes seul face à quelque chose que vous ne maîtrisez pas d'interlocuteur pour vous expliquer ce qui se passe, quoi. Parce que ça fait partie des maladies rares pour lesquels on a très peu d'informations, même chez les sachants. Donc on est vraiment tout seul. Et tu racontes comment vous avez été, Christine et toi, donc Christine qui est la maman de Loris, votre fils. Christine et toi, vous avez été extrêmement baladés. Vous avez en plus quitté la région parisienne il y a une dizaine d'années. Enfin, tu nous racontes tout ça dans le livre. C'est extrêmement poignant et parfois même très énervant. Oui. Comment dire, c'est assez j'ai rencontré des parents dans les salles d'attente des hôpitaux à Paris et qui vivaient à cette époque-là la même chose que nous, hein. Je pense que s'ils habitaient dans la région, ils viendraient à nos activités, ça c'est certain. Ils doivent vraiment exploser de voir ce peu de considération. Vous allez d'abord voir le pédiatre, c'est le cheminement normal. Le pédiatre, il vous dit c'est rien, c'est des crises atoniques, il est un peu plus actif que les autres et il cherche pas plus. Finalement, quand ça s'aggrave, il vous dit on va peut-être aller voir un neuropédiatre. Le neuropédiatre, en 5 minutes, il a saisi qu'il y avait un problème et il vous oriente vers les hôpitaux les plus compétents. Mais en fin de compte, tous les mois, vous allez faire des examens. Et puis tous les mois on vous change le traitement parce que on connaît une petite fille avec qui ça c'est à peu près pareil et ça a marché. Donc déjà on commence à se dire quand on a un petit peu déjà l'esprit rebelle, mais on nous prend pour qui? Notre fils c'est pas un cobaye. Pourtant on lui fait essayer des choses qui fonctionnent avec des enfants qui ont à peu près la même chose mais pas pareil. Donc ça a été plus de 15 ans comme ça dans les hôpitaux, jusqu'à entendre le chirurgien débarquer en cours de consultation et vous dire encore avec le chapeau et le masque à peine baissé au sortir d'une intervention, mais moi je fais ça tous les jours, j'ouvre, je retire la tumeur, je referme, par contre je n'assure pas le suivi. Ah bon, d'accord. Et nous, en tant que parents, on doit prendre en considération que Loris, le peu de vie qu'il a, même avec sa pathologie, peut lui être retiré et le faire devenir un légume si l'opération échoue parce qu'il n'y aura pas de suivi après. Donc, c'est
Pour les parents, c'est compliqué. Mais jusqu'à encore il y a quelques années, là, jusqu'à il y a 2 ans, quand ça faisait 20 ans qu'on suivait ce qui se passait depuis 20 ans aux États-Unis avec le CBD, qui en France n'a été accepté que sur 2 pathologies, et il a fallu se battre parce que Loris n'entrait pas sur ces 2 pathologies, alors que le CBD, en 2 ans, Loris, qui faisait 40 crises violentes par jour, en fait plus que 40 par an. Hein. Mais on veut pas écouter les parents. C'est pas nous les sachants. Quand on dit que tous les cycles lunaires, que les marées, ça a un impact sur son épilepsie, beaucoup de chercheurs ont fait des études là-dessus. Hein. On l'invente pas. Hein. Ben non, le neurologue à qui vous avez affaire, il vous dit non, c'est de la légende, jusqu'à ce que vous lui rameniez une thèse écrite par un de ses confrères. Mais justement, moi, Laurent, ce qui m'a beaucoup interpellée dans ton ouvrage, comme tu l'expliques là dans le début du podcast, c'est ces situations de mise en doute de la parole de l'aidant, qui est quand même la personne qui côtoie au quotidien, de manière très profonde, intime, la personne qui l'aide, et cette non-voix au chapitre. Et ça m'a beaucoup interpellée, parce que avec ma sœur, on a eu la même difficulté par rapport à notre mère. On disait bah oui, il y a quelque chose qui ne va pas, et donc alors au début on nous a dit non, et puis après on nous a dit ah mais oui mais ça doit être Alzheimer parce que perte de mémoire, personne âgée, etc. Après donc ma sœur et moi on fait des recherches, on voit qu'il y a d'autres pathologies comme la maladie à corps de Lévy. Donc tu interroges les sachants. Qui te regarde un peu du genre bon tu vas pas m'apprendre la vie la cocotte, mais en même temps tu lâches pas, donc tu produis tu vas trouver des études, parce qu'Internet a peut-être beaucoup de défauts, mais il a aussi la capacité à permettre que tu ailles prendre l'info. Donc moi ça voilà, donc je me dis que cette façon de traiter les dents, ou des fois de le maltraiter, alors c'est évidemment pas le cas de tous, mais c'est vraiment une ligne de fond dans la façon dont les aidants sont traités, quel que soit le type de personne qu'ils aident. Et ce que je retiens de ton ouvrage, c'est en fait je sais que c'est dur, mais il faut pas lâcher. Et moi, je trouve que ton ouvrage, c'est ça qui vient dire. Faut pas lâcher, même si on ricane, même si vous entendez des choses désagréables. Il y a une combativité dans ton écrit, dans la façon d'écrire, de rapporter les choses. Une combativité que, si possible, il serait bon que lorsqu'on est aidant, de ne pas lâcher. Et Dieu sait que c'est dur parce qu'on est fatigué. Tout ce que tu dis là sur l'accompagnement de ta maman avec ta sœur, nous on le voit ici au quotidien, parce que ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que notre association, elle s'est pas contentée de sectariser les aidants. Notre association, elle a dans ses statuts, dès le départ, l'objectif de proposer des instants de répit à tous les aidants, quel que soit l'âge ou la pathologie du proche accompagné. Par exemple, là, on répond à un appel à projet qui soutient les aidants qui accompagnent un proche de plus de 60 ans. Et pourtant, on finance des activités pour tous les aidants, quel que soit l'âge ou la pathologie. Et la combativité, après, moi, c'est quand je raconte ma vie, je me livre dans le livre. Enfin, en plus, j'ai grandi en banlieue parisienne. Il fallait se battre pour avoir 1 heure dans une salle dans la MJC de la ville. Quand elle a été privatisée par le nouveau maire, on pouvait même plus se battre parce qu'on nous l'attribuait pas. J'ai créé ma première association, j'avais 17 ans, il nous fallait un tuteur et ça s'appelait les 14-22 parce que c'était la tranche d'âge qui était déjà abandonnée dans la ville. Donc j'aime pas l'injustice en fait. Et quand on prend pas des mesures pour tout le monde et que on fait croire au plus grand nombre que les mesures qu'on prend, elles le sont et qu'elles sont équitables, et ça continue de me révolter même à mon âge. Après, je suis plus modéré et puis je me sers plus des outils à ma disposition. Ce côté battant, il est absolument indissociable, comme tu l'as dit toi-même, Christelle, de tous les aidants. Surtout quand on est aidant, non pas temporairement comme je le suis, puisque je suis en train d'accompagner ma femme dans sa longue maladie, comme on dit pudiquement, son cancer du sein. Mais Christelle et toi, a fortiori Laurent,
c'est une aidance qui est beaucoup plus longue. Il faut être un battant, il faut vraiment savoir castagner au sens le plus noble du terme, le noble art de la boxe, parce que il y a une boxe qui se fait aussi avec l'administration. C'est-à-dire que l'administration met les gens dans des cases. Tu disais que tu étais devenu, ou ta femme était devenue, des aidants professionnels. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, Laurent, s'il te plaît? Ah, des aidants professionnels. Alors moi, je sais pas un terme que j'apprécie, aidant professionnel, parce que ça porte à confusion. En fait, sur les réseaux, on essaye nous de faire la clarté sur les appellations entre guillemets légales. C'est on va d'ailleurs, même l'aidant naturel a disparu, hein, pour laisser la place au proche aidant ou à l'aidant familial. Mais on a la loi d'accompagnement de la société au vieillissement de 2015 qui donne comme appellation pour les aidants qui accompagnent un proche âgé, l'appellation de proche aidant. Et on a le code de la famille qui dit qu'un aidant qui accompagne un proche handicapé est un aidant familial. Donc l'aidant professionnel, je sais pas ce que c'est en fait. Parce que nous, on est aidants familiaux, on reçoit un dédommagement avec la prestation compensatrice de handicap pour accompagner Loris. Mais après, dans ma vie professionnelle, je suis aide à domicile, mais je me considère pas comme un aidant au travail. Parce que ma vie d'aidant, en réalité, elle s'arrête jamais. Alors qu'au travail, j'ai des horaires, j'ai un salaire. Et puis j'accompagne pas les mêmes personnes. J'interviens pas pour le même accompagnement partout. Je peux aider des infirmiers à donner des soins lourds avec un suivi de l'HAD, c'est l'hôpital à domicile. Ça peut être juste faire le ménage chez quelqu'un, lui faire ses courses, lui faire à manger, l'aider à manger, faire des transferts. Mais pour moi, c'est pas être aidant, ça. Pour moi, être aidant, c'est je passe ma nuit avec Loris, je me lève avec Loris, je fais déjeuner Loris. Quand je reviens du travail, je m'occupe de Loris. L'après-midi, Loris est avec moi. Le soir, je me recouche avec lui. Après manger, il prend sa douche. Donc c'est ça, aidant. Aidant, c'est non-stop en fait. Il n'y a pas de professionnel de l'aidance. Pour moi, ça n'existe pas. Encore une fois, en lien avec ce que disait tout à l'heure Laurent 1, sur les définitions que tu donnes autour de ce qu'est être aidant. Tout le long du livre, tu donnes plein de définitions, et là encore, tu nous donnes ta définition. En tout cas, tu nous montres toutes les particularités qui se cachent derrière ce mot, qui peut être trompeur. Quand tu dis, il y a les aidants du week-end, les aidants au téléphone, les aidants de loin. Quand tu expliques que c'est non-stop et que pour toi, le fait d'apporter ton aide, quand tu fais aide à domicile pour aider des soignants ou autres, ou des personnes qui ont à être aidées, tu expliques pourquoi pour toi c'est distinct. Encore une fois, voilà, ton livre, il m'a beaucoup interpellée aussi là-dessus, sur toutes les distinctions que tu fais, toute la finesse que tu donnes, parce que lorsqu'on est soi-même aidant, des fois on sait pas qu'on est aidant. Il y a un épisode qu'on a fait avec Laurent où justement Laurent dit mais non, mais moi je suis pas aidant, c'est seulement pour les personnes qui s'occupent de parents âgés. Et on explique non, en fait il y a plusieurs typologies d'aidants. C'est un monde, c'est une galaxie. Et donc dans ton ouvrage, je trouve ça vraiment super bien décrit. Et du coup, je voulais aussi savoir comment t'étais venue l'impulsion de ce livre. Moi, je sais pourquoi j'ai écrit mon livre, mais toi, comment elle t'est venue c'est écrit, et voilà. Et puis je voudrais savoir si tu l'as écrit vite, combien de temps t'as mis. Alors j'avais jamais prévu d'écrire ou envisagé d'écrire un livre. C'est en fait j'ai rencontré Cécile Pont, donc qui est en plus biographe hospitalière, et donc elle m'avait passé un coup de fil pour savoir si je connaissais parmi les aidants des aidants qui auraient envie que leurs proches qui étaient hospitalisés ou en maison de retraite leur lèguent un livre, un témoignage, quoi. Et donc j'avais posé la question, puis j'avais dit, on m'avait pas répondu de façon positive. Donc elle m'avait demandé quand même un rendez-vous, on s'est rencontrés, et quand elle a vu
notre vie avec Christine et Loris. Elle a voulu en savoir plus sur ma vie, et dès que j'ai commencé à lui raconter ma vie, elle m'a dit mais il faut qu'on écrive tu veux pas écrire qu'on écrive un livre sur ta vie. J'ai hésité, et puis après j'ai dit pourquoi pas. Alors ça s'est écrit en 6 mois. Il y a eu une dizaine de séances de 2 heures de travail ensemble, et après c'est elle qui a corrigé, écrit. Le livre est très 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 poignant. On félicite Cécile. Je voudrais parler des 2 étoiles de ta vie, Laurent. En premier lieu, Christine. Christine, donc la femme de ta vie, la maman de Loris. Et puis on va évidemment parler de Loris parce qu'on en a parlé sous son angle quelque peu médical, mais j'aimerais que tu en parles sous l'angle humain, si je puis dire, parce qu'il ne peut pas être résumé qu'à cette maladie qu'on a trouvée, enfin cette pathologie, pardon, qu'on a trouvée avec un nom chelou, machin et machin, comme d'habitude. Mais Christine, est-ce qu'elle t'a pas tout simplement sauvé la vie? Ah si, si. Quand je dis que sans elle, je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui, c'est déjà la réalité. Parce que je sais pas ce que je serais, ni même si je serais encore, je sais pas. J'avais une vie, jusqu'à la rencontrer, j'avais une vie toujours aussi turbulente qu'adolescent. Hein. J'étais pas posé, j'avais pas de projet à long terme. Après, ça peut faire un peu feuilleton à l'eau de rose, mais ça existe. Moi, je suis tombé sur c'est le vrai coup de foudre. J'étais cuisinier encore à l'époque et je faisais que les colos parce que j'aime beaucoup les vacances, donc je faisais soit les colos à la montagne, soit à la mer. Et là, j'avais un contrat avec le comité d'entreprise de la SNCF qui avait un centre ici, à Riec-sur-Bellon, dans le Finistère. Et donc je suis venu, et puis on s'est rencontrés, et puis voilà, ça a été le coup de foudre. J'ai déjà pour la première fois de ma vie ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Je l'explique bien dans le livre aussi. Hein. Moi j'ai pas connu l'amour avant. Je savais pas ce que c'était. Hein. Je l'ai pas connu chez moi. Je l'ai pas connu. J'ai connu que mes grands-parents, pour qui c'était pas mentir que de dire jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais c'est tout. Après, c'est pas ce que j'ai eu comme exemple au quotidien, donc je savais pas comment faire. Pour moi, j'avais des relations, mais elles étaient assez courtes. On a commencé notre relation le 14 juillet 1994, et puis depuis, voilà, elle est là. Et ça a été un peu le poids dans la balance qui a équilibré la balance. C'est-à-dire que jusque-là, on avait beau mettre ce qu'on voulait en face de moi dans la balance, ça n'arrivait pas à faire l'équilibre. Et puis après est arrivé Loris, forcément. Donc, nous, de toute façon, on l'a aimé comme un enfant normal. Et même après 1 an, encore plus. Et c'est nous, dans une journée, on lui dit autant de fois je t'aime qu'il y a 2 jours dans l'année. Hein. Et ça, on sait qu'il le comprend. Parce qu'à ce moment-là, il vient chercher des bisous, il vient chercher des câlins. Loris, en fait, c'est un nounours de 26 ans. Les seuls jeux qu'il a, et je galère là aussi, là j'en ai trouvé sur un site encore récemment, c'est des livres premier âge. Alors lui, il faut qu'il écoute Alouette toute la journée. Il faut qu'il écoute Mon âne toute la journée. Et si tu lui enlèves ça, il est malheureux. C'est comme quand la télé elle tombe en panne. Il comprend pas vraiment ce qu'il y a à la télé, mais si elle tombe en panne et que l'autre télé, la neuve, met 2 jours pour arriver, il est malheureux, il est triste. Mais sinon, c'est un gros bébé. On va dire que dans notre malheur, on a un peu cette chance-là, quoi. C'est que il est pas violent. On connaît tellement de situations de parents, de familles monoparentales sur notre antenne à Brest, où les mamans sont avec 1, 2 enfants autistes sévères, physiques, verbales, et qui sont seuls. Et nous, on a cette chance. C'est pour ça que je positive et que je me lamente pas. Et puis on le voit dans nos groupes de parole. Hein. Dès que vous commencez à accueillir des nouvelles personnes, dès que chacun raconte un petit bout de son histoire, il y en a toujours 2 ou 3 qui vous disent mais qu'est-ce que je fais là par rapport à ce que vous vivez. Et ils vivent la même chose, puisqu'ils reviennent et après ils fréquentent toutes les activités. Mais voilà, nous on a cette chance. Loris, c'est un soleil, un gros soleil pour nous.
Et encore plus depuis qu'il prend le CBD. CBD, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots peut-être, parce que encore une fois dans cette comme tu disais de chercher des solutions, mais comment c'est venu le fait d'avoir recours au CBD? Alors nous, on avait, je le disais tout à l'heure, hein, depuis une vingtaine d'années, c'était déjà c'est pour ça qu'on était un peu choqués par les différents traitements chimiques qu'on proposait à Loris, sous prétexte que ça fonctionnait avec une petite qui avait à peu près les mêmes. Parce que aux États-Unis, avec une petite fille qui avait exactement les mêmes symptômes que Loris, on avait le droit depuis 20 ans de lui administrer du CBD et on avait vu la différence en même pas 15 jours. Hein. Ici, quand il a eu sa première dose de 1 milligramme de CBD, il a plus fait de grosses crises du tout, hein, pendant plus de 6 mois. Hein. Donc, en fait, nous, on avait vu ça, mais à chaque fois qu'on le demandait au neurologue, il nous disait que non, non, non. Parce que c'est tout un protocole. Donc, pour eux, on n'avait pas à demander quelque chose qui n'était pas encore sur le marché. Déjà, c'était pas sur le marché en France encore. Ça fait que 3-4 ans qu'il est testé sur deux pathologies. Alors, il commence maintenant à le mettre. Je vais citer le nom du produit quand même. C'est pas pour faire de la pub. De toute façon, il est fabriqué qu'en Angleterre, en Europe. Hein. C'est l'Epidiolex. Voilà, que les gens qui nous écouteront sachent. C'est l'Epidiolex. Et moi, si je peux conseiller quelque chose aux personnes dont les proches sont atteints d'une épilepsie rare, sévère, pharmacorésistante, à qui on fait prendre tous les épileptiques courants et qui n'apportent pas d'évolution satisfaisante à leurs proches, battez-vous pour obtenir l'Epidiolex. Nous, on n'a pas lâché le neurologue. Alors, merci pour ce conseil, Laurent, parce que finalement, il y a un moment où tu le dis très justement, tu n'es pas sachant, mais tu as l'expérience, si je puis m'exprimer ainsi, et ça a le mérite de beaucoup calmer Loris, qui est passé de 40 crises quotidiennes à 40 crises annuelles, tu le dis. Donc vraiment, divisé par 300, hein, on va dire les choses très, très, très clairement. Donc là, on ne fait aucune apologie de quoi que ce soit dans le podcast, mais je crois que là, là, c'est clair, net et précis. J'ai une question qui me taraude. Tu as monté cette association en 2019, donc ça fait 4 ans. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à nos politiques qui nous écoutent? Parce que oui, l'administration, c'est la politique. Comment on peut simplifier les choses? Et Christelle peut t'en parler aussi bien que toi, mais très sincèrement, c'est une galère sans nom. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, Laurent, pour justement que les aidants puissent s'en sortir un petit peu mieux et que ce soit pas le méandre ou le labyrinthe administratif? Alors le conseil, ou les conseils. Alors on a eu la chance d'être reçus au ministère des Solidarités et de la Santé au mois de septembre avec Dominique Brion, notre vice-présidente. On a quand même fait 6 heures aller-retour pour 1h03 d'entretien. Donc des conseils, je sais pas s'ils vont vraiment les écouter. On s'attendait à avoir quand même une conseillère du cabinet qui avait un petit peu travaillé et qui savait qui on était avant de nous recevoir. Ça refroidit un petit peu quand on passe 3/4 d'heure à expliquer ce qu'on fait, alors que on aurait voulu passer 3/4 d'heure à dire justement et à leur conseiller des choses pour les aidants. On a été entendu, mais on n'a pas été écouté. Je pense pas. Les aidants, de toute façon, ça coûte très cher. On coûte très cher. On rapporte beaucoup d'argent. Enfin, on fait économiser à la société énormément d'argent, puisqu'il y a un rapport de Dominique Gillot qu'on partage assez souvent et qui dit, selon les locuteurs qui ont contribué à ce rapport, que les aidants font économiser à la société entre 16 et 160 milliards d'euros par an. C'est pas compliqué, hein. C'est la réalité, elle est là. Hein. Et une journaliste un jour me demandait mais comment ça se fait? Je dis si vous prenez ma femme et moi de PCH tous les mois, on a 2000 € à deux. Une place en foyer d'accueil médicalisé va coûter entre 20 et 25 000 € par mois. Qu'est-ce qui vaut mieux? Créer des places ou nous donner une PCH pour qu'on s'occupe nous-mêmes de notre enfant? Le choix, il a été fait. Après, vous prenez le congé proche aidant, puisque si je vais donner un conseil à nos gouvernants,
Le congé proche aidant, il a été fait pour satisfaire 275 000 aidants actifs. Mais on est 6 millions d'aidants actifs. Donc comment on peut, ça concerne quels aidants? Quand vous regardez les motifs d'exclusion de la JPA, l'allocation journalière proche aidant, ça exclut 90% des aidants actifs, hein. Nous, on connaît pas d'aidant qui ne perçoit pas une des prestations qui vous exclut de la JPA et donc par conséquent du congé proche aidant. Donc des conseils à donner au gouvernement, mais il y en a plein sur les mesures qui ont été prises depuis, on va pas dire 2017, parce que ça a démarré en 2018 réellement. Donc depuis 2018, avec le même président, même s'il y a eu des gouvernements successifs, on est loin du compte. Moi, par exemple, si on me parle, j'ai dû démissionner de la fonction publique territoriale pour aller chercher un emploi où je pourrais avoir des horaires qui correspondent à mon statut d'aidant familial. Alors que c'est si simple de bouger des lignes dans le code du travail et de dire voilà, pour les aidants maintenant ça va être comme ça. Faut pas donner ça aux syndicats, faut pas donner ça à des accords de branche. Moi, les syndicats, je les entends pas parler des aidants en ce moment. Pas de ça qu'ils parlent. Et pourtant, les mesures qui sont prévues sur les retraites, si on veut rester dans l'actualité, elles sont loin d'être satisfaisantes, hein. Moi, là-dedans, je retrouve pas ma situation d'aidant actif à temps partiel, par exemple. On n'en parle pas. On parle des aidants qui sont à la maison, qui ont abandonné leur carrière professionnelle, mais on parle pas des aidants actifs à temps partiel. Tu as évidemment raison. Ce cas de figure, je le rencontre lorsque je discute avec d'autres aidants qui me disent mais moi diminuer mon nombre d'heures de travail, c'est problématique parce que ça fait rentrer moins d'argent, tout simplement. Donc quand les gens me disent oui mais pourquoi t'arrêtes pas de travailler, ils me disent si j'arrête de travailler en fait je ne peux juste plus subvenir à mes besoins ni aux besoins de la personne aidée. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de méconnaissance, à l'inverse de ton ouvrage ou des discussions qu'on a là tous les trois, où on rentre dans le détail des situations. C'est vrai que au sein du grand public, et encore aujourd'hui au niveau de nos gouvernants, et on espère que ça va se clarifier, il y a trop l'image de l'aidant, c'est une typologie de personne qui sera à la maison, qui peut se permettre de pas travailler, qui n'a pas d'autres aides à côté, alors que la réalité est toujours plus complexe et que tu peux être très vite sorti du cadre des aidants, quoi, pour peu que t'aies, comme tu dis, soit un peu d'activité, soit une autre aide, ça va très vite. Donc le conseil, ça pourrait être ça, d'être plus dans la finesse de la diversité des situations. C'est ça. Et si j'en avais un autre encore pour conclure là-dessus, c'est donner les moyens directement au département, parce que par exemple celui du Finistère, il a la volonté, hein, il a créé un plan handicap finistérien avec le 3e pilier dès l'année dernière, après un an d'élection. Donc il y avait des engagements qui avaient été pris pendant la campagne et le président les a respectés tout de suite. Il nous a reçus dans la foulée alors qu'on l'avait jamais été auparavant. Et puis voilà, il a mis en place un pilier vraiment pour les aidants et ça fonctionne très bien. Et on arrive à développer, par exemple, il y avait que des appels à projets pour les aidants, comme je vous le disais tout à l'heure, qui accompagnent les proches âgés. Et là maintenant, il a mis en place un appel à projets en cherchant des partenaires. C'est les banques du territoire, les partenaires. Et un appel à projets pour les associations d'aidants qui œuvrent pour le répit des aidants qui accompagnent le handicap. Et comme ça, on peut dire que tout le monde est pris en compte. Qu'est-ce que c'est à chaque fois. Et puis tout à l'heure, on parlait des différentes appellations des aidants. Mais nous, c'est pareil. Moi, personnellement, j'en peux plus quand j'entends on a voté ça pour les proches aidants, mais c'est pas pour tous les aidants. Et dans le même texte, quand on lit le décret ou la mesure, oui, les proches aidants et la phrase d'après, donc les aidants familiaux. Mais non, c'est qui? Ou alors on appelle les aidants des aidants. Nous, c'est ce qu'on dit. Un aidant, c'est un aidant. Nous, on l'a fait remonter au cabinet du ministre. On a dit arrêtez de mettre des noms comme ça pour mettre de la fumée. Les gens, ils savent plus qui ils sont, ils savent plus ce qu'ils sont. On leur demande de se reconnaître comme aidants. Et à côté de ça, on met 50 appellations dans laquelle ils doivent aller. Arrêtez ce flou là artistique. Là, c'est même pas juridique. C'est un flou artistique. Ça, c'est pour que les gens soient perdus mais ils n'ont pas besoin de ça. On a besoin de clarté.
les gens qu'on rencontre, les gens qu'on a au téléphone, on a ça aussi, une ligne d'écoute, hein. Faut pas croire, hein. On passe il y a des appels qui vont durer 10 minutes, d'autres qui vont durer 3/4 d'heure, mais des fois on a des aidants au bout du rouleau et ça va durer 2 heures. Donc il faut clarifier. Et puis la question du statut des aidants, pour nous, elle reste encore à aborder avec les aidants. Oui, faire avec, et c'est vrai que c'est une tendance à pas forcément consulter les sachants, et c'est ce que vous faites, toi et Dominique, au sein de l'association et sur les réseaux. Comme tu le disais, on sait qu'il y a, quand tu dis besoin de clarté, il y a 50% dans les aidants, 50% des aidants ignorent qu'ils sont aidants. Donc, on le dit, on le redit, parce que les uns et les autres, les unes et les autres qui nous écoutez, si ce qu'on raconte vous parle, c'est peut-être parce que vous-même, vous êtes en situation d'aider quelqu'un de manière continue ou de plus en plus, et vous vous sentez soit au bout du roule. Sachez que, et si vous ne vous reconnaissez pas comme aidant, c'est pas parce que vous ne l'êtes pas, c'est parce que vous ne le savez pas. Donc c'est bien que tu aies aussi rappelé ce besoin de clarté pour que les uns et les autres, s'épuisent pas, quoi. Alors justement, on va conclure là-dessus sur ces conseils de Laurent. Merci à toi déjà d'avoir accepté notre invitation, Laurent, parce qu'on ne l'a même pas dit en début de podcast, mais c'est très important. La Bretagne est une région qui m'est chère. Tu vois, on avait une précédente invitée qui était toulousaine comme moi, qui vivait à Toulouse. Là, je vais dans mon autre région de cœur qui est la Bretagne grâce à toi. Alors moi, j'étais plutôt du côté de Rennes, donc c'était l'Ille-et-Vilaine. Que veux-tu que je te dise, mon bon Laurent? Mais la Bretagne est grande, hein. Exactement, et sache que Laurent dit ça à tous les invités, toutes les régions. Oui, mais j'ai entendu les précédents podcasts, de toute façon. On est d'accord. Je suis pas surpris. Tous les régions des invités sont ces régions coup de cœur, voilà. Ce n'est absolument pas vrai. C'est de la diffamation totale. En tout cas, on te remercie, Laurent. C'était un véritable plaisir. C'est moi qui vous remercie. Écoute, on t'en prie. Alors, on va souhaiter une très très belle année à nos auditrices et auditeurs, à toi Laurent, mais aussi évidemment à tes 2 étoiles que sont évidemment Christine, à laquelle on fait un très 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 gros bisou. Bien. Évidemment, le Lolo, le grand Lolo, ou le petit Lolo, je ne sais pas, en tout cas Loris, qui est le grand Loris, qui est un grand nounours, auquel on fait des très 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 gros câlins, puisque tu l'as dit toi-même, il est extrêmement tendre. Ouais. Et puis, on va souhaiter à tous les aidants que 2023 soit peut-être, que les aidants soient en 2023 peut-être mieux pris en compte, tu viens de le dire toi-même. Et puis Christelle, qu'est-ce qu'on dit à nos auditrices et auditeurs de faire? Dis-nous tout. Il y a sans doute d'aller sur Apple Podcast ou Spotify pour noter 5 étoiles. Et oui, et de mettre un petit commentaire en disant que Laurent, pas moi, Laurent Manchon, notre invité est absolument formidable. Merci. Même si moi-même je suis fantastique et que toi-même, évidemment, Christelle, tu es fantastique. On est dans la modestie, aussi. Tu le sais bien, Laurent. Hein. Ici, c'est totale modestie. Heureusement que je suis là pour remettre un petit peu de faire redescendre les égos. Ouais. Oui, exactement. Mais c'est ça quand on... Oui, heureusement, ça nous sauve bien la mise. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, chers auditrices, chers auditeurs, il est un petit peu tard. Christelle devait déjà partir depuis 8 minutes parce qu'elle a un cours de Krav Maga. Elle va défoncer la gueule de quelques mecs qui l'énervent. Elle va arriver énervée, alors. Elle va arriver énervée. Et à cause de toi, Laurent, fais gaffe, hein. Oh, donc, chères auditrices. Oh. Voilà, j'aime bien Laurent qui... Ah non, c'est pas à cause de moi, non. Pas forcément, non. Mon Dieu, mais quel bordel. Bon, allez, chères auditrices, chers auditeurs, 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et encore une fois, merci à toi, Laurent. Tu as été un invité absolument sensationnel. C'était un vrai plaisir. Tu reviens quand tu veux dans Battant, le podcast de tous les aidants. Quel talent. Ciao, ciao. Ciao. Bye.